Le jour où ils ont eu ce territoire et ont créé le califat, les règles du jeu ont totalement changé. Dans l'islam, il y a des textes qui disent que pour tout croyant, à partir du moment où un califat est créé, on doit lui faire allégeance. Leur armée, c'est aux alentours d'une trentaine de milliers de gens apparemment. Et ils ont quelque chose comme 25 à 30 000 étrangers aussi qui sont venus. Donc vous voyez, des pays musulmans, beaucoup par exemple de la Tunisie, et de l'Égypte, des Émirats, une partie de l'Arabie Saoudite, et une partie, enfin surtout des Caucasiens, Tchétchènes, etc. Donc une armée où les étrangers jouent un rôle quand même très important. L'État islamique suit une stratégie élaborée par des idéologues islamistes depuis le début des années 2000. L'ouvrage rédigé par Aboubacar al-Naji et intitulé « L'administration de la sauvagerie » est l'un de leurs livres. L'auteur détaille la stratégie grâce à laquelle les groupes djihadistes pourront s'imposer territorialement face au régime arabe musulman et face aux Occidentaux. Il expose un véritable programme de gouvernance islamique violente et totalitaire. Il faut toujours garder à l'esprit que Daesh est issu d'Al-Qaïda. C'est en partie la même logique théologique narrative. La sémantique d'Al-Qaïda nourrit aujourd'hui celle de l'État islamique. Ces deux groupes terroristes sont les fruits d'un même arbre, un arbre qui a été planté par Oussama Ben Laden. Al-Qaïda, c'était le règne du devoir, culpabilisation, avec une sorte de récitation théologique assez rébarbative. Daesh, c'est pas ça du tout. Le côté théologique est très très faible. C'est plutôt l'incitation à venir vivre une vie d'aventure dans l'abondance, le romantisme. Venez, faites la guerre, construisez-vous, devenez adulte, prenez vos responsabilités, vous deviendrez des héros. Il y a donc surtout l'excitation, le sentiment qu'il faut créer en quelque sorte un monde nouveau par des jeunes qui auront un rôle clé. Donc ça donne le sentiment d'exister, le sentiment de sortir de l'insignifiance et surtout le sentiment de créer ce monde nouveau en détruisant l'ancien. L'importance des étrangers au sein de l'État islamique est indéniable. Mais l'État islamique ne limite pas ses appels à l'immigration combattante. Les Irakiens, Tunisiens et Saoudiens occupent la majorité des postes clés des structures militaires ou religieuses. Il existe en Syrie de véritables foyers coloniaux, sortes de kibboutz islamiques où des combattants étrangers s'installent avec leurs familles. Des villages entiers ont été vidés de leur population pour être repeuplés. 5000 jeunes Européens ont ainsi répondu à l'appel, dont plus de 1200 Français. Introduction massive des femmes, introduction massive des filles, introduction massive des garçons, et introduction massive des convertis, et pour tout couronner, la présence massive des classes moyennes. Avant, en France, la plupart des djihadistes, si vous voulez, étaient des couches populaires, des banlieues. Si vous regardez leur nombre, il y a eu Khaled Kelkal, 1995, le RER Saint-Michel, une dizaine de morts, plusieurs dizaines de blessés. Ensuite, Mera, 2012. Ensuite, Médine et Mouche. Ensuite, les frères Kouachi, Koulibaly. Tout ça, c'est des jeunes, surtout des banlieues, pour l'écrasante majorité. Or, maintenant, on a quelque chose comme un phénomène nouveau, à savoir un quart qui sont des jeunes de classe moyenne, donc qui ne sont pas des banlieues. Donc tout ça, c'est nouveau. La stratégie califale de l'État islamique est payante. Elle découle d'une réflexion sur le long terme, inscrite dans l'histoire des mouvements djihadistes. Et c'est en s'appuyant sur ce point que, progressivement, l'État islamique cherche à se construire une autorité, démontrant qu'il fonctionne aujourd'hui non pas comme un groupe, mais bien comme un État. Le financement de l'État islamique ressemble à celui d'un État plutôt qu'à un groupe terroriste traditionnel. Ils lèvent des impôts, vendent du pétrole et de l'électricité sur les marchés internationaux. Ils ont même conclu des accords avec le gouvernement syrien. Ils imposent aussi des taxes aux entreprises et aux particuliers. Cela ressemble vraiment au fonctionnement d'un État.
Comme un État, l'État islamique contrôle des chaînes de télévision, produit un magazine à la mise en page soignée et poste une quantité importante de photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Avec ses vidéos d'exécution glaçantes et ses scènes de guerre effroyables, sa propagande fait de la barbarie son principal vecteur de communication. La propagande des djihadistes est le résultat d'une organisation réfléchie et soutenue par d'importants moyens techniques et économiques. De nombreux étrangers sont aux commandes de sa propagande. Aujourd'hui, avec les médias sociaux et Internet, ils peuvent mettre en ligne des manuels militaires, faire passer le mot pour les localiser facilement. Du coup, si vous êtes un Canadien, un Européen ou un Américain mécontent et vous voulez votre quart d'heure de gloire, il suffit de se fabriquer un drapeau de l'État islamique, d'en apprendre un peu sur eux et de leur faire allégeance sur Internet. Demain, votre nom sera connu du monde entier. Au cœur de l'action terroriste, il y a la publicité. On a tendance à oublier que c'est le seul objectif. Une attaque terroriste non relayée par les médias n'est pas une action terroriste. Donc, l'idée d'avoir une couverture globale, relayée par les médias du monde entier, en contrôlant le message que vous diffusez via les réseaux sociaux, est une propagande idéale pour ces groupes. D'ailleurs, comme Al-Qaïda, l'État islamique filme tout. Les chaos syriens et irakiens, accompagnés par son flot de réfugiés candidats à l'exil en Europe, sont une aubaine pour Daesh. Il permet de monter les communautés les unes contre les autres, alimentant le populisme en Europe, comme avec l'extrême droite en France. Là, Daesh entretient un climat de peur en orchestrant des attentats avec des terroristes résidant en Europe. La lutte antiterroriste a permis de démanteler un certain nombre de cellules, mais selon des spécialistes, les sympathisants proches d'un passage à l'acte seraient encore très nombreux. On sait qu'il existe, en plus des membres de l'État islamique au Moyen-Orient, un nombre conséquent de cellules et de sympathisants radicalisés, prêts à aider sur le plan logistique, ou qui peuvent passer à l'action. Cela représente entre une trentaine et une quarantaine de pays. On n'a pas vraiment d'informations sur leur nombre exact. Il y a pourtant un indicateur. Au début de l'année 2016, Twitter a suspendu un certain nombre de comptes qu'on suspectait être liés à Daesh. 150 000 comptes Twitter ont ainsi été supprimés. Évidemment, chaque compte ne représente pas un seul individu. Certains en possèdent plusieurs, mais cela montre quand même l'ampleur du phénomène.